Midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi. C'est votre matinale éducative. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la matinale éducative, le 10h midi, l'émission qui est là pour booster votre journée en culture générale. La découverte des rubriques et des invités, c'est tout de suite. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi. C'est votre matinale éducative. Aujourd'hui, nous aurons à présenter la rubrique leadership et éducation avec le thème le rôle de l'intelligence émotionnelle dans le leadership. Et nous aurons aussi la rubrique culture à la découverte de l'optimisme poétique avec Bokar Amadou Diallo. Et nous aurons pour le premier thème notre invité du jour, Cherdien, qui est coach en développement personnel, HSE chez Batilux Africa et a eu à s'accentuer sur l'intelligence émotionnelle avec les associations Le Clé, Like Africa, le GIEDF et le CEDEPS de Dakar. Bonjour cher. Bonjour Maëlle. Et bienvenue à Téléécole. Merci pour l'invitation, c'est un vrai plaisir. Plaisir est partagé. Et nous aurons dans notre deuxième partie Bokar Amadou Diallo. Bonjour Bokar. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Ok, merci beaucoup pour l'invitation. Ok, je vous en prie. Alors, nous allions débuter avec la rubrique leadership et éducation avec comme thème le rôle de l'intelligence émotionnelle dans le leadership. Alors, le coach cher, l'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose, je vais dire, un terme nouveau. Certes que vous, les coachs, vous empruntez, mais que le public n'arrive pas toujours à cerner. Alors, comment est-ce que vous définiriez l'intelligence émotionnelle? L'intelligence émotionnelle, c'est d'abord comprendre ses émotions. Qu'est-ce qu'une émotion d'abord? C'est la question qui est principale à se poser. Et une émotion est définie comme de l'énergie en mouvement. Une énergie en mouvement. C'est aussi défini comme des troubles, des réponses physiques et psychologiques face à une situation bien définie. Elles sont éphémères et de très courte durée. Donc c'est ça une émotion. Maintenant, pour rattacher l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à pouvoir accepter ses émotions, à pouvoir comprendre ses émotions, mais aussi à pouvoir exploiter ses émotions, mais aussi celui des autres qui nous entourent, afin de communiquer adéquatement avec ces personnes, d'interagir adéquatement avec ces mêmes personnes. Voilà. D'accord, merci beaucoup pour la définition. Alors aujourd'hui, concernant le thème, vous aviez eu tout d'abord à traverser différentes associations, autrement dit le club de leadership et de l'entrepreneuriat du Sénégal, l'association des élèves et coachs de l'Afrique, Like Africa, le GIEDF et le CEDEPS de Dakar. Et aujourd'hui, avant d'entrer vivement sur le thème, pourquoi est-ce que vous aviez choisi la spécialité de l'intelligence émotionnelle? Voilà, j'ai découvert le coaching de manière générale en 2018 avec notamment le club de leadership de l'entrepreneuriat du Sénégal. Et cela fut une très belle expérience de découvrir qu'est-ce que le coaching. D'ailleurs, c'est ce qui m'a poussé à devenir coach, à m'intéresser au coaching. Maintenant, quand j'ai découvert l'aspect développement personnel, il était approfondi à travers l'intelligence émotionnelle. Et là, j'ai été stupéfaite de ce qu'on appelle les émotions. J'ai été séduit par les émotions, de comprendre qu'est-ce que réellement le pouvoir de l'émotion dans notre vie. Maintenant, raison pour laquelle je me suis accentué, je me suis, passionnément donné à ce métier de coach en intelligence émotionnelle. Bravo pour ça. Merci beaucoup. On dirait que vous avez fait un bon choix. Alors aujourd'hui, concernant le thème, quel lien est-ce que nous pouvions faire entre l'intelligence émotionnelle et le leadership? Le leadership est défini comme l'influence qu'on a sur soi et sur les autres. Mais on ne peut pas parler d'influence sans parler de cœur, sans parler de l'émotion que vous transmettez à l'autre aujourd'hui. Donc, avant, il y avait des leaders qui étaient là, qui étaient autoritaires, qui criaient, etc. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On parlera de personnes qui adhèrent à une vision, tout simplement à ton influence, à ton aura.
Voilà. Et pour ça, il faudra être capable d'émouvoir les personnes qui t'entourent, capable de les amener dans ton palette émotive, dans ton palette émotive. C'est important. Raison pour laquelle le leadership s'accompagne maintenant avec l'intelligence émotionnelle, la capacité à manager les autres, à amener les autres à adhérer dans ta vision, dans ce que tu fais. C'est important. Raison pour laquelle leadership et développement personnel, on ne peut plus les détacher. D'accord. Leadership et développement personnel, leadership et intelligence émotionnelle. émotionnelle aussi. Alors aujourd'hui, vous dites qu'il n'y a plus de leader autoritaire, mais dans les types de leadership, il y a des leaders autoritaires. Par contre, peut-être faudrait quand même dire que c'est ce qui est, on va dire, emprunté en ce 21e siècle pour faire marcher les choses. Mais une personne aujourd'hui, un leader, par exemple, qui est dans son entreprise et qui veut faire en sorte que tout le monde soit à l'aise, est-ce que d'un côté, ça ne pourrait pas être une contrainte? Quand on parle d'intelligence émotionnelle, c'est vraiment de retenir ses émotions et de ne pas les déverser sur son entourage, les personnes qui nous entourent, surtout au niveau des entreprises. Donc, est-ce que le fait de trop utiliser, ou bien je vais dire même de trop respecter cette intelligence émotionnelle, ne nuirait-il pas à la capacité de production de l'entreprise ou des employés même? Effectivement, si vous ne trouvez pas le bon équilibre en intelligence émotionnelle, vous mettez en difficulté d'ailleurs votre équipe. Vous êtes tout le temps dans l'aspect de trouver à ce que tout le monde puisse être à l'aise. C'est important que tout le monde puisse être à l'aise, mais vous avez obligation à des résultats. Le leadership aussi, le leader, c'est celui aussi qui produit des résultats. On l'attend avec des résultats. C'est d'ailleurs le troisième niveau du leadership, le résultat. C'est important. Le leader qui produit pas de résultats, est-ce que ça en vaut la peine? On attend de lui des résultats. Alors, pouvoir fédérer son équipe, c'est la manière de communiquer. Maintenant, pour un leader, la manière dont tu vas parler d'une personne avec une autre, ça diffère très souvent. Parler avec telle personne et telle personne, ça diffère. Maintenant, raison pour laquelle l'intelligence émotionnelle vient nous accentuer sur comment parler avec un type de personne qui est dite rebelle et une type de personne qui est dite qui est enthousiaste à travailler. C'est pas la même communication. Et cela, c'est à travers l'intelligence émotionnelle que tu utilises, que tu vas user, que tu vas vraiment travailler avec ces personnes dites rebelles et des personnes dites motivées à travailler. Là, voilà, les deux types de communication ne seront pas les mêmes. Les mêmes actions ne seront pas. Par exemple, si une personne est dite rebelle, la manière dont tu vas interagir avec lui, le même discours ne va pas passer avec la personne qui est dite motivée. Ce sera pas la même discours. Il va falloir que tu t'adaptes. Le même discours, le discours monotone, ce n'est plus, voilà, ça commence à devenir obsolète, comme on le dit. D'accord. Et durant toutes ces années de coaching au niveau de ces associations, par exemple, dans le CLE, le club de leadership et de l'entrepreneuriat du Sénégal, arrivé là-bas, on vous donne de différents postes et ce n'est pas évident qu'une personne accepte d'exécuter les tâches. Alors, comment est-ce que le coach ou le fondateur, d'après vos expériences, a fait pour installer cette intelligence émotionnelle ou jouer, je vais dire, sur l'intelligence émotionnelle des gens pour que les personnes se mettent à travailler et se disent que si je ne le fais pas, il va faire avancer ce mouvement. Et de toute façon, quand on ne le fait pas pour nous, mais on le fait pour toutes les personnes qui sont là et bien sûr pour l'association. Effectivement, vous savez, le coach Tanor a beaucoup travaillé sur nos émotions. Il nous a, voilà, il a beaucoup utilisé son intelligence émotionnelle pour nous faire des choses. La capacité à faire des choses à une personne, ça fait partie du leadership. Et c'est ce que coach Tanor a réussi à faire avec nous. Aujourd'hui, en tant que, j'étais d'ailleurs le responsable de communication du club de leadership du Sénégal. Maintenant, pour faire des tâches, il m'appelait. Il pouvait m'appeler au téléphone pour me dire,
voici l'urgence et l'importance de ce que tu as à faire. Il expliquait, il était explicite. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il utilisait le même discours avec tout le monde? J'en suis pas sûr. Je suis sûr qu'il utilisait un discours qu'il adaptait par rapport à chaque type de personne. Voilà. Par exemple, le discours qu'il va utiliser avec moi ne sera pas la même qu'il va utiliser avec le coach CD. Ce n'est pas la même personne, ce n'est pas les mêmes émotions, nous ne sommes pas dans les mêmes standards émotifs. Donc, il utilisait cela et il savait comment bien le faire. Et il a fait de telle sorte que tous, ensemble, nous sommes donnés, nous avons eu l'idée que ce que nous faisons, c'est tout simplement un don de soi. Il va falloir que nous nous sacrifions pour assimiler tout ce parcours, tout ce mécanisme de fonctionnement du clé. Parce que les clés, à l'intérieur, on nous dit que c'est comme une entreprise. Et une fois que tu comprends ça, tu pourras partager, tu pourras être avec une entreprise et être un bon leader dans cette entreprise. Donc, avec cette vision, tout simplement, il parvenait à nous faire des choses que, même si on n'a pas envie de le faire, on le faisait tout simplement parce que il y a le coach Tanor qui est là. Il a utilisé son état émotif, son intelligence émotionnelle. Voilà, et c'est lui qui nous a fait comprendre l'importance de cela et qui nous aide certainement dans notre vie professionnelle. Alors, cette fois-ci, nous allons revenir à Bokar Amadou Diallo. Vous êtes écrivain, poète, mais vous êtes aussi étudiant. Et qui parle aussi d'étudiant, parle fortement d'intelligence émotionnelle, de fortes émotions même. Et on a tendance à dire que l'université, c'est l'école de la vie. Et qu'un nouveau bachelier qui arrive dans ce nouveau monde et qui, par malheur, ou je vais même dire par chance, n'arrive pas à avoir tous ses crédits du semestre et se voit attristé, submergé par les émotions, il se dit que pourquoi est-ce que ne vaut mieux-il pas abandonner ses études vu que je n'y arrive pas? Donc, le fait que les émotions prennent parfois le dessus sur les décisions, comment est-ce que vous, aujourd'hui, vous pensez qu'avec l'intelligence émotionnelle, les étudiants ou les jeunes peuvent surmonter cela? Ok, merci beaucoup. Je pense que quand on adopte une démarche cathartique, ça veut dire que le processus qu'on utilise pour libérer de ces émotions, que ce soit par l'écriture, que ce soit par le leadership, entre autres. Donc, c'est important, chacun de nous, que ce soit étudiant, que ce soit élève, de contrôler ses émotions d'abord. Et en plus, quand on parle de leadership, d'abord, leadership, c'est un leader. Quand on dit un leader, c'est quelqu'un qui connaît le chemin, qui montre le chemin et qui suit le chemin, je pense. Coach. Donc, quand on parle de ça, c'est important de conscientiser les gens, de les permettre pour qu'ils puissent mieux contrôler leurs émotions, pour au moment où ils seront dans les situations les difficiles, ils pourront contrôler les émotions. Donc, c'est important. L'intelligence émotionnelle, c'est bon. J'avais pas beaucoup de renseignements sur, mais c'est très important vraiment. C'est très important pour chaque individu. Merci beaucoup pour votre apport concernant le thème, Bokar. Alors, nous allons revenir à Cher. Cher, aujourd'hui, l'intelligence émotionnelle, vous êtes HSE chez Batilux Africa. Comment est-ce que ça vous a aidé à vivre dans ce milieu professionnel, un milieu qui était certainement nouveau? Je ne sais pas si le personnel est accueillant, je ne sais pas aussi si votre responsable est, on va dire, ouvert, enthousiaste, ou s'il n'a pas toujours la mine fâchée ou autre. Comment aujourd'hui l'intelligence émotionnelle vous a aidé à vivre dans votre environnement professionnel? Beaucoup aidé. Beaucoup aidé. Parce que vous arrivez à un chantier, c'est des chantiers où vous travaillez en chantier avec énormément de personnes, parfois plus de 500 personnes dans le chantier, des ouvriers. Tu dois assurer leur sécurité, voilà, leur l'hygiène de leur environnement de travail, etc. Donc, parfois ils sont réticents. Les ouvriers sont parfois réticents à l'idée de faire certaines choses. Voilà. Donc, il va falloir que vous utilisez l'intelligence émotionnelle pour pouvoir leur faire quelque chose. Même si vous avez une autorité par rapport à eux. N'empêche, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, le leadership ou
vous venez crier, etc., ça devient caduque. Aujourd'hui, il va falloir que vous intégrez ces personnes, que vous leur, voilà, vous leur mettez à l'aise. C'est important. Aujourd'hui, c'est ce que j'avais fait avec énormément de talkbox. Des talkbox, ce sont des petites réunions de 15 minutes qu'on fait tous ensemble pour sensibiliser, leur dire voici les risques de tel ou tel, des risques d'accident, des risques de perte de matériaux, etc., etc. Et tout ça, c'est important pour eux, pour qu'ils puissent comprendre que leur santé, leur sécurité est en jeu s'ils font ceci, cela. Maintenant, aussi, mes supérieurs, aussi, j'ai eu un supérieur qui est vraiment, vraiment magnifique, qui, au départ, m'a dit, cher, tu as l'âge de mon fils. Tu peux avoir l'âge de mon fils. Alors, je vais pas te considérer comme un collègue, je vais te considérer comme un fils. Et ça a été ce qui me mettait beaucoup plus à l'aise à aller lui demander des conseils, à aller vers lui, aller apprendre vers lui. Et c'est important, ce qu'il a fait. Ça, c'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Vous, par exemple, en venant ici, vous nous avez accueillis d'un accueil chaleureux. Voilà. Donc, cela montre votre intelligence émotionnelle. Merci. D'accord. Alors, si je comprends bien, l'accueil, l'enthousiasme fait partie des compétences ou des qualités à développer pour quelqu'un qui veut vraiment cultiver l'intelligence émotionnelle en lui. Alors, quelles sont les autres qualités qui devraient être prioritaires pour vraiment avoir cette intelligence émotionnelle en lui et de le pratiquer partout? L'empathie et la bienveillance. Ouais, une personne, si vous n'êtes pas empathique, vous ne pouvez pas ressentir ce que ressent l'autre. Tout à fait. C'est important. Alors que celui qui est en intelligence émotionnelle est cette personne qui ressent ce que ressent Bokar, ce que ressent Bayern, à travers tout simplement ses gestes, à travers son regard. Et c'est important. Une personne qui est intelligente émotionnellement doit être capable de détecter les signes du corps. Les signes du corps, le langage corporel. Donc, c'est important que nous puissions analyser la personne et regarder comment il se sent. C'est important. Et de voir comment l'aborder pour ne pas le choquer quand il est dans un nouvel environnement. Alors, depuis que vous êtes en train de pratiquer le coaching et que vous travaillez aussi, qu'est-ce qui vous a le plus marqué chez le comportement, soit d'un participant, d'un responsable, une personne de votre entourage qui a pu utiliser son intelligence émotionnelle, par exemple, pour résoudre des conflits? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué côté performance, côté action, côté résultat? Il y a énormément d'anecdotes que je peux raconter sur ça parce que récemment, à Kédougou, j'ai eu à coacher les personnes et voir leur capacité à être empathique était crucial. Vous voyez, quand vous travaillez en intelligence émotionnelle, vous leur faites faire des team building, par exemple, des travaux d'équipe. Quand ils font des travaux d'équipe, ils sont obligés de se serrer la main, de travailler ensemble. Parfois, ce sont des personnes qui ne se connaissent pas. Ce sont des personnes qui ont des personnes qui sont introverties et des personnes qui sont extraverties. C'est pas la même énergie, en fait. Mais en intelligence émotionnelle, cela leur permet tout simplement de travailler ensemble pour que chacun puisse s'épanouir dans cet environnement de travail. Et ce que j'ai vu à Kédougou m'a énormément marqué. Ce sont des participants à mes formations. Et cela m'a vraiment ébahi de voir des jeunes, ce sont des jeunes, voilà, qui étaient là, qui se sont donné les coudes, qui se sont serrés les coudes, qui se sont donné la main pour réaliser des projets. Pour réaliser des projets, alors, vous voyez, vous êtes entrepreneur et vous savez qu'est-ce que, tout simplement, l'entrepreneuriat, qu'est-ce que ça demande, énormément de sacrifices. Et ces gens, à travers leur intelligence émotionnelle, l'ont fait, l'ont utilisé. Et ils ont apporté des résultats qui étaient concrets, que j'ai beaucoup appréciés. Donc ça, on va dire, donner ses fruits apparemment, de manière Effectivement. positive. Mais aussi, j'oublierai pas ce que le coach Pierre m'avait dit. Je suis une personne de nature très introvertie. Voilà. Donc, quand je suis venu avec les clés, il m'a dit, like Africa, il m'a dit,
cher, je veux entendre ta voix. Tu as une voix magnifique. Moi qui suis complexé, qui était complexé de ma voix. Et aujourd'hui, à travers cette phrase, tout simplement, a réveillé ce qu'on appelle de la confiance en moi. M'a fait faire que j'ai eu confiance en moi. Aujourd'hui, je suis là, je parle, je m'exprime. Voilà. Parfaitement. Merci beaucoup pour cette anecdote. Et plus haut, tu as dit que l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment la capacité, au fait, à accepter ces émotions qui peuvent émerger de n'importe où. Et pour ces personnes aujourd'hui qui n'ont pas, dans un premier temps, cette capacité à accepter leurs émotions, que ce soit les émotions de colère, c'est les personnes colériques, les personnes qui sont tout le temps tristes, les personnes introverties, voilà, ou les personnes qui donnent trop de joie autour d'eux. Pour quel conseil aujourd'hui tu leur donnes pour vraiment apprendre à s'accepter émotionnellement? Il va falloir qu'ils comprennent que les émotions ne sont pas des ennemis. D'abord, une émotion, c'est pas un ennemi. D'accord. Voilà, les émotions sont tellement importantes, sont tellement importantes pour nous. Vous voyez, la personne qui a peur, par exemple, ça l'alerte sur une chose qui soit doit changer, voilà, en action ou en discours, tout simplement. La personne qui va prendre la parole a tendance à avoir peur, avoir du stress. C'est normal, c'est normal. Mais pourquoi dramatiser cette peur? C'est là la question, c'est là le problème. Accepter la peur nous renvoie à faire une chose, à reconnaître. Quand tu acceptes ta peur, tu vas essayer de comprendre pourquoi, le besoin qui se cache derrière. Tu as besoin de sécurité. Tu as besoin de sécurité. Si tu es en colère, tu as besoin, par exemple, de justice. Voilà, tout ça, ce sont des besoins que nous expriment nos émotions. Maintenant, si toutefois nous en avons peur, c'est que nous n'avons pas compris exactement quel est le besoin. Maintenant, la personne qui refoule, effectivement, ces émotions, c'est à travers notre société qui nous dit de ne pas être émotif. Notre société, elle est comme ça. Elle nous dit de ne pas être émotif, de ne pas montrer nos émotions, en fait. Surtout aux hommes. Voilà, surtout aux hommes, surtout nous les hommes. Ils nous disent que un homme ne doit pas montrer ses émotions, etc. Mais c'est faux. Pour moi, une émotion doit être exprimée, doit être acceptée. Si vous êtes en colère, acceptez-le. Si vous êtes joyeux, acceptez-le. Cela permet tout simplement de passer à l'étape l'étape suivante qui est de comprendre l'émotion en tant que telle. Comprendre ses émotions, ça veut dire que détecter le besoin qu'il a. Chaque émotion renvoie à un besoin. Une fois que vous avez compris le besoin, maintenant vous aurez passé à l'étape de l'exploitation du besoin. Vous comprenez le besoin et vous travaillez pour éradiquer ce besoin. C'est tout ce qu'il faut. D'accord. Alors, les émotions ne sont pas des ennemis. Il faut les accepter et apprendre à vivre avec. Alors, Bokar, lors de l'écriture de votre livre, avez-vous eu peur? Avez-vous eu une joie extrême à écrire tout sur papier? Qu'est-ce que vous avez eu à ressentir? Bien sûr, parce qu'il y aura forcément, voilà, parce que c'est dans la vie en fait. On est naturellement peureux, hein? Voilà. Mais parfois, on est peur des critiques, voilà, des suggestions aussi. Mais ça devrait être notre force, en fait. Parce que si on nous donne des suggestions ou on nous donne des critiques, ça va nous motiver, en fait. C'est ça, ce qui amène l'importance de l'intelligence émotionnelle. L'art de contrôler ses émotions, c'est très important. Donc, même quand, au-delà même de l'écriture, n'importe quel travail, vous avez besoin d'avoir des suggestions, en fait. Voilà, pour mieux avancer. Voilà, la peur, même si la peur vous domine. Donc, il faut essayer tout simplement de contrôler avec intelligence aussi. D'où le terme l'intelligence émotionnelle. Émotionnelle. Tout à fait. Alors, et j'espère aussi que
vous n'auriez pas peur ou vous apprendrez à vivre avec votre peur lors de l'écriture de votre mémoire, qui est un document voilà, très volumineux. Exactement, là-bas, c'est même à la veille de notre soutenance. Voilà. Je ne savais où ils étaient complètement perdus en fait. Parce que vous avez peur du plagiat, vous avez peur entre autres, vous avez des invités, votre famille et tout. Donc forcément, il y aura beaucoup d'émotions et il y aura la peur aussi. Donc il faut essayer de gérer ça, essayer d'être devant les gens et essayer de contrôler ça. Voilà, la gestion des émotions qui voilà, est vraiment une capacité primordiale, pas que dans le domaine des études, mais aussi professionnellement. Alors, intelligence émotionnelle et l'intelligence émotionnelle est très important dans le leadership, mais aussi le développement personnel va y intervenir. Aujourd'hui, comme ces personnes, par exemple, ont ce souci à vraiment accepter leurs émotions, on les suggère parfois d'aller vers le développement personnel. Vous coach en développement personnel, comment aujourd'hui le développement personnel va contribuer à une amélioration de la gestion de ces émotions? Effectivement, parce que d'ailleurs, l'intelligence émotionnelle est un aspect du développement personnel. D'ailleurs, quand vous faites des cours sur le développement personnel, vous allez avoir, vous ferez la conscience de soi, la connaissance de soi, la compréhension de soi et l'estime de soi. Ce sont des choses qui permettent de nous connaître. La connaissance de soi surtout. Quand on se connaît, cela permet tout simplement d'être beaucoup plus réceptacle de nos émotions, d'être plus réceptif. On accepte. Voilà, on devient coproducteur même de nos émotions. On devient maître. Participe vraiment. Voilà, on devient maître de nos émotions. Malgré que c'est quelque chose qui est difficile, mais le développement personnel, c'est un aspect à ne pas négliger. Je le conseille à tout le monde. Nous avons tous besoin de développement personnel. Et le développement personnel, c'est un processus. Faut pas faire un cours et dire que je suis développé personnellement. Non. Il va falloir continuer à travailler, parce que le développement personnel, ça n'arrête jamais. C'est le cycle de toute une vie. Voilà. Donc, le développement personnel, c'est quelque chose qui, je conseillerais à tout le monde. Vous savez, le leadership, je vais parler un tout petit peu du leadership et de l'intelligence émotionnelle. Ouais, avant, l'intelligence, on croyait que la capacité d'une personne à être leader était le QI. Le QI, c'est le quotient intellectuel. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une autre forme d'intelligence qui est l'intelligence émotionnelle. D'où son importance. Depuis le 2020, des rapports ont montré que même les entreprises ont besoin de ces soft skills. Pourquoi ils s'attardent maintenant sur l'intelligence émotionnelle, la capacité de cette personne à pouvoir s'adapter et tout ça, parce qu'ils ne veulent pas un climat de travail qui est négatif, etc. Maintenant, on parle plus de milieu professionnel, on parle de milieu socio-professionnel. Donc, c'est important. Donc, le social se vit apparemment partout. Effectivement. D'accord. Et toujours en intelligence émotionnelle, d'habitude, quelles sont les difficultés courantes que vous remarquez chez, par exemple, les premiers participants qui viennent se former en intelligence émotionnelle? Ouais. Ils ont des problèmes d'acceptation, surtout l'acceptation, parce que l'acceptation, ça fait peur. Accepter que j'ai peur, ça fait énormément peur encore. Donc, même pour les personnes. Mais je leur dis que la peur, c'est tout simplement l'envie de bien faire. Quand ils vont comprendre que c'est une envie de bien faire la chose. Quand vous avez envie de bien faire, vous avez du stress, vous avez peur. Et c'est pas mauvais de vouloir bien faire. C'est pas mauvais. Ça doit être un courage. Maintenant, quand vous êtes intelligent émotionnel, la peur devient un courage. Ce stress devient du courage. Et c'est important. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, pour pouvoir
cultiver vraiment cette intelligence émotionnelle, est-ce que des ateliers ou la pratique comme le slam ou l'art oratoire n'aiderait pas, ou même le théâtre, n'aiderait pas vraiment à gérer ses émotions? Effectivement, effectivement. Parce que en faisant la prise de parole, on doit donner. On doit, comme le docteur Cheikh Diallo l'a dit, parler, c'est émouvoir. Parler, c'est aussi, voilà, s'affirmer. Et prendre la parole aussi, c'est se dévoiler. Se dévoiler, exactement. Quand tu te dévoiles, tu dois avoir peur. Normalement, tu dois, voilà. C'est dire toutes les critiques qui doivent venir. Exactement. Il y a les critiques, il y a énormément de choses que tu calcules. Et être capable aujourd'hui de surmonter cela permet d'être beaucoup plus intelligent émotionnellement. Maintenant, la colère qui est une autre partie, un autre aspect de l'émotion aussi doit être géré autrement. C'est pas de la même façon qu'on va gérer la peur. Parce que la peur, voilà, on peut avoir peur et rester statique. Mais la colère, elle nous fait faire des actions. L'action. Pourquoi quand on est en colère, on a le point qui est là? Parce qu'il nous incite à l'action, tout simplement. Et tout ça, c'est des signes qu'il faudra commencer à comprendre de toi-même. Raison pour laquelle votre précédente question, qui est le développement personnel, est important. Se connaître d'abord. Tu ne peux pas être intelligent émotionnellement sans pouvoir te connaître. Il va falloir te connaître d'abord. C'est important. Ça va t'aider énormément. Voilà, comme on dit. Je rappelle que nous sommes dans la rubrique leadership et éducation avec le thème le rôle de l'intelligence émotionnelle dans le leadership. Nous sommes avec le coach Cher Bien, qui est coach en développement personnel, HSE chez Batilux Africa. Il a développé son intelligence émotionnelle avec le club de leadership et de l'entrepreneuriat du Sénégal, l'AEC Africa, le GIEDF et le CEDEPS de Dakar. Le coaching, bien sûr, on va dire un passe-temps qu'il a découvert depuis 2018 et il a choisi l'intelligence émotionnelle pour se développer dans ce métier. Alors, le rôle de l'intelligence émotionnelle dans le leadership, vous l'avez dit, l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment la capacité à accepter toutes ces émotions qui viennent de partout. Et aussi, vous aviez stipulé que les émotions, de toute façon, c'est de courte durée. Donc, il faut vraiment apprendre à vivre avec. Et qu'il y a de petits ateliers que vous faites en formation, autrement dit, les team building, qui font vraiment en sorte qu'en fait, que la personne, elle est vraiment à l'aise. Hein. Même si c'était une personne introvertie, une personne qui n'est pas très loquace, elle commencera à parler et se rapprocher des autres. Il y a aussi l'atelier de Toolbox que vous faites au niveau de votre environnement professionnel, des réunions d'à peu près 15 minutes pour vraiment gérer ce qui ne va pas entre les employés. Et les qualités que vous aviez citées pour cultiver cette intelligence émotionnelle, il y a l'accueil, l'enthousiasme, l'empathie, le fait aussi de vouloir aller vers les autres et de partager sa joie de vivre en font partie. Et aussi de dire que les émotions ne sont pas des ennemis. J'adore cette phrase. Il faudrait juste apprendre à vivre avec et de se dire que si ces émotions sont là, c'est parce qu'il y a un besoin ou qu'il y a une peur. Et aujourd'hui, de dire que le QI, le quotient intellectuel, n'est pas le seul élément important en entreprise, il y a aussi sa gestion des émotions, l'intelligence émotionnelle qui intervient à chaque fois et que des activités comme le slam, l'art oratoire, le théâtre font en sorte que vous allez pouvoir gérer ces émotions et de savoir quand les gérer, où les gérer et comment les gérer. Parce qu'avant tout, nous parlions de l'intelligence émotionnelle et de leadership. Le développement personnel va bien sûr intervenir parce que quand nous parlions de développement personnel, nous parlions aussi de la connaissance de soi et qui ne se connaît pas ne pourra pas bien sûr gérer tout ce qui provient de lui. Alors coach Cher, qu'est-ce que vous aviez à dire de plus sur le thème? Quelque chose que vous vouliez partager avant de dire le mot de la fin? Si j'ai quelque chose à dire à toute personne, leader ou top manager ou employé, etc., c'est que l'intelligence émotionnelle n'est pas un mythe, c'est une compétence et cela s'acquiert, ça s'apprend.
ça s'apprend du jour le jour à être intelligent émotionnellement. On ne peut pas devenir intelligent émotionnellement par magie. Ça s'apprend. C'est une compétence. Et les compétences sont faites pour être acquises. Aujourd'hui, comme nous l'avons fait, nous avons appris à être des coachs. Nous avons appris à gérer nos émotions, à être intelligent émotionnellement. C'est ce que aujourd'hui je dirais à tout le monde. D'aller vers l'information, d'aller vers des coachs qui sont, voilà, spécialisés en intelligence émotionnelle, en développement personnel, et de faire des cours là-bas, de faire des formations de coaching et d'essayer de s'améliorer, parce que nous sommes dans une millénaire où ça pèse énormément. Nous en avons besoin. D'accord, merci. Et qu'est-ce que vous aviez comme conseil à lancer à ces jeunes aujourd'hui qui veulent se lancer dans le métier du coaching? C'est un métier passionnant. C'est un métier passionnant. Et je vous invite à intégrer les écoles de coaching et à développer votre savoir-faire dans le milieu du coaching. Voilà. Merci beaucoup, ça a été un plaisir de vous recevoir. Quotidien avec comme thème aujourd'hui le rôle de l'intelligence émotionnelle dans le leadership, dans la rubrique leadership et éducation. Et tout à l'heure, nous allions aller avec la rubrique culture pour aller à la découverte du livre de Bokar Diallo. Tout de suite, nous allons à la pause café. À tout à l'heure. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi, C'est votre matinale éducative. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi. C'est votre matinale éducative. De retour sur le plateau du 10h midi. Cette fois-ci, nous allions aller sur la rubrique culture avec notre invité Bokar Amadou Diallo avec la présentation de son œuvre L'optimisme poétique. Rebonjour Bokar. Bonjour Bayan. Rebonjour aussi à Cher Yan qui va toujours nous accompagner. Bonjour. Ouais. Alors Bokar est écrivain, poète. Vous êtes aussi étudiant diplômé en sciences, en lettres, arts et civilisation. Vous avez fait vos études à Fourdou, vos études secondaires à Vélingara. Vous avez obtenu votre baccalauréat au lycée de Richard Toll. Et en ce moment, vous poursuivez vos études à l'université Iba Der Thiam de Thiès. Bienvenue à toute l'école. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vous en prie. Alors aujourd'hui, nous allions découvrir son œuvre à la découverte de l'optimisme poétique. Alors avant de commencer d'aller dans le vif du sujet de l'œuvre, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire? Qu'est-ce qui vous a, on va dire, inspiré? Qui est-ce que vous avez eu comme idole pour avoir le courage d'écrire? Ok, merci beaucoup. Donc, avant tout d'abord, je prenais l'écriture comme une source de libération. J'avais adopté le processus, ou bien j'avais adopté comme une démarche cathartique de l'écriture, mais en optant l'écriture. Ça veut dire que c'est le processus par lequel une personne utilise pour libérer ses émotions, ses tensions et ses souffrances. Et l'écriture, je le prenais comme une source de libération pour libérer mes souffrances, pour libérer mes émotions, pour libérer mes tensions comme l'intervention de notre coach Dien. Voilà. Donc, c'était ça, en fait. J'avais commencé à écrire depuis 5e, 6e, en fait. 5e, 6e, 4e, mais je publiais ça sur Facebook. Mais je ne savais pas l'importance de l'écriture, en fait. Je ne savais pas l'importance. Mais c'est au fur et à mesure que je publie mes textes que je ressens que les gens sont très intéressés par mes textes. Parce qu'il y avait un jour, j'ai vu sur le statut, il y avait un ami qui avait publié un texte. Et ça me rappelle quelque chose. Je lui ai demandé où vous avez pris ces écrits-là. Il m'avait dit que vous vous rappelez l'année temps. C'est vos écrits, vous avez publié ça sur Facebook. Et ça me tient vraiment au cœur et ça m'intéresse beaucoup. Vous avez fait capture d'écran pour republier ça. Et c'était 3 ans après. Donc,
C'est ça que je me suis rendu compte que c'est très important. Mais c'est en classe de terminale que j'avais commencé à garder mes écrits. D'accord, très bien. Donc, vous aviez essayé de cultiver cela. Et coach Cher, je pense que l'écriture aussi, c'est une manière de pratiquer son intelligence émotionnelle. Effectivement, effectivement. Écrire pour s'évader, comme on le dit déjà. Voilà. Alors, vous aviez écrit l'optimisme politique. Et j'aimerais aussi savoir pourquoi le choix de la pluie. D'écrire un roman. Exactement comme vous le savez, en poésie, on a des rimes. Et qui parle de rimes, parle de la musicalité des mots, le jeu des mots. C'est très important. Mais aussi, c'est magnifique, en fait, d'entendre les rimes, en fait. Quand vous écoutez le poème de Léopold Sédar Senghor, femme ni femme noire, vertu de ta couleur qui est vie et de ta forme qui est beauté. J'ai grandi à ton ombre. Ça joue psychologiquement ça sur votre esprit, en fait. Donc, c'est très important. Et en tant que poète, notre rôle principal, c'est de maintenir les rimes d'abord. Vous pouvez ne pas respecter les règles de la versification, mais il faut maintenir les rimes parce que c'est ça qui va pousser le lecteur à faire attention à vos poèmes. Vous comprenez? Donc, c'est très important de maintenir les rimes. C'est important. Et pourquoi le titre, l'optimisme poétique? L'optimisme poétique. Donc, comme mon nom de plume, c'est Bad l'éternel optimiste. Bad, c'est Bokar Amadou Diallo. B-A-D. Mais les gens ont tendance à dire que, mais toi, Bad, c'est mauvais en anglais. C'est pourquoi j'ai ajouté l'éternel optimiste. L'éternel optimiste, c'est quelqu'un qui ne se décourage jamais de la vie. Toujours, il faut prendre toujours les choses, les difficultés comme des opportunités, les problèmes comme des opportunités. Donc, ce qui m'a permis d'intituler mon ouvrage l'optimisme poétique. Et en plus, si vous voyez les thèmes, il y a beaucoup de thèmes et c'est très difficile de classer chaque thème, partie 1, partie 2, partie 3, partie 4. Donc, c'est ce qui m'a poussé. Mais l'optimisme poétique englobe tous les thèmes. C'est ça qui m'a poussé de choisir, de faire le choix de l'optimisme poétique en tant que titre. De quoi est-ce que parle aujourd'hui l'optimisme poétique? Certainement, ce qui est sûr d'ailleurs, il y a différents poèmes, mais quel est le thème général qui est mis dans ce livre? Je dirais que c'est le thème de l'espoir. Si vous voyez à côté de la fin, vous voyez c'est gardons espoir. Dans votre report, c'est gardons espoir en fait. Le thème principal c'est l'espoir. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance que les jeunes, surtout les jeunes, ont le désespoir dans leur pays. Les gens n'ont plus confiance en leur pays. Vous voyez l'immigration clandestine, c'est développé. Il y en a beaucoup. Il y en a des problèmes aussi. Donc, c'est ce qui m'a poussé d'abord. Parce qu'auparavant, les poètes considéraient la poésie comme tout simplement l'art d'exprimer ses sentiments personnels. Mais moi, je prends la poésie, je considère la poésie comme une sorte de motivation, source de développement personnel aussi, de courage, de patience et de persévérance, surtout l'engagement. Si vous voyez Les Misérables de Victor Hugo, là-bas, il a commencé à dénoncer certains mots. Mais pourquoi pas utiliser la poésie et dénoncer les mots de la société, c'est important. Le fait que les lecteurs lisent vos écrits en rencontrant des rimes, mais tout en essayant de révolter les mots de la société, c'est très important. Donc, il ne faut pas classer tout simplement la poésie comme spécifique uniquement sur le thème de l'amour.
ou bien sur le thème de lyrisme personnel en fait. Donc la poésie, on a le droit d'utiliser la poésie, de révolter, de faire des engagements en fait. Il faut être engagé dans la poésie, c'est la poésie engagée. D'accord. Alors la poésie n'est pas juste de relater et de déclamer ses sentiments, mais c'est aussi une manière d'être engagé envers sa société. Aujourd'hui, parmi tous les poèmes qui sont présents dans l'œuvre, quel est celui qui vous a marqué? C'est le thème de l'espoir, gardons espoir. Parce que je suis toujours un homme optimiste en fait. J'aime l'optimisme en fait. Pour mes discours, je disais à mes gens qu'il faut être toujours optimiste. Sans l'optimisme, le pessimisme n'a pas de place en nous. Il faut toujours être optimiste. Avoir la persévérance, la patience et le courage. Surtout. Donc c'est très important. Alors, nous allions lire le poème, votre préféré. Gardons espoir. Parfois, tout semble difficile. Mais restons forts. Soyons agiles. Supportons ensemble les enjeux. Car toute mission a ses défis nombreux. Chaque jour, la vie se complique. À nous de savoir supporter ces répliques. Prions pour une longue vie et une santé de fer, car le reste, nous pouvons tout faire. Le pessimisme n'a pas de place en nous. Répondons présent à chaque rendez-vous. Voyons tout sous un angle positif. Évitons ce qui est négatif. La vie est un long chemin à parcourir. À nous de chronométrer chaque tour avec zèle et désir, avec courage, patience, croyance, persévérance et respect. Gardons espoir, c'est notre plus grand atout. Et comme on dit, l'espoir fait vivre. Alors essayons de cultiver cela en nous et restons le maximum de temps optimistes, comme vous le dites. Alors, quand on écrit un livre, une œuvre, que ce soit un texte, même si c'est un texte d'une page, un poème, des poèmes, un roman, il y a ce qu'on appelle la touche d'inspiration, qui parfois n'est pas tout le temps là. Comment est-ce que s'est déroulé ce processus d'écriture? Est-ce que il y avait des choses autour qui vous inspiraient naturellement et l'écriture était facile pour vous? Ou est-ce que vous aviez eu besoin de vous isoler quelque part, de voyager, d'aller à la rencontre d'une autre société? Comment est-ce que vous avez eu votre processus d'écriture et cette inspiration aussi? Exactement. Moi, j'aime les problèmes, en fait. Aïe, d'accord. Okay. Parce que chaque problème, c'est une opportunité pour nous les écrivains, en fait. En plus, j'aime la solitude aussi. Auparavant, les gens disaient que, mais Boka, pourquoi si tu es dans le milieu là, tu ne parles pas beaucoup? Et sans connaître que nous, au moment où nous sommes dans un débat public, notre plus grand réflexe, c'est d'essayer d'inspirer. J'ai écrit même des textes dans les tatas de Dakar. Je me rappelle, il y avait un poème que j'avais écrit en quittant Place de la Nation, Dakar Plateau, vers côté de Rufisque, je pense. Il y avait des textes que j'avais écrits à 3 heures du matin. Voilà. Donc, quand l'inspiration vient, il faut écrire. Aujourd'hui, on a des mémos dans notre téléphone. C'est pas la peine d'utiliser des papiers. Quand l'inspiration nous vient, on va juste écrire dans le désordre. Mais après, on va ranger ça, en fait. Inch'Allah. Vous comprenez? Voilà. Donc là, c'est important. Donc l'inspiration, ça nous vient, mais aussi les manifestations. Ça a beaucoup participé sur nos écritures. J'espère que vous n'étiez pas en train d'écrire lors Non, les manifestations, les grèves, c'est très bon. Pour nous, les écrivains, c'est mal nécessaire, en fait, on dirait. Parce que quand on entend quelque chose, les manifestations, là, les idées viennent naturellement. Tu peux écrire dans une journée 4 à 5 points. Donc, c'est important. Donc, on aime les problèmes, nous, les écrivains. Machallah. Et aujourd'hui, avec le digital, ne pensiez pas, vous, que l'écriture, les œuvres sont en péril?
Avec l'émergence des nouvelles technologies. Exactement, parce que si vous voyez, nous, on avait créé le groupe Les Jeunes Écrivains de l'Université Iba Der Thiam de Thiès. Un groupe qui regroupe l'ensemble des étudiants, que ce soit à l'UGB, à l'UCAD et entre autres. Il y a aussi, on avait aussi le groupe, le club des jeunes littéraires d'Afrique aussi, mais aussi Océan des mots et Pensée poétique et scène. Mais surtout, Pensée poétique et scène. Là-bas, on utilisait nos écrits là pour les déclamer. Chercher des islameurs. Vous savez que les gens sont plus tendance à faire attention dans les voix, le voix des islameurs que dans les écrits. Donc, on préférait déclamer nos poèmes et monter dans une vidéo et de les partager ça dans notre chaîne YouTube. Donc là, les gens faisaient attention à nos écrits. Automatiquement, s'ils regardent nos vidéos, ils vont te demander, j'ai besoin du texte. Donc là, c'est la révolution qu'on avait mise en place pour essayer d'attirer les lecteurs dans l'écriture avec le développement de la nouvelle technologie qu'on appelle le 6e continent, où nous sommes tous devenus solitaires. Le 6e continent, comme vous aviez l'habitude de l'appeler. Alors là, je vais aller au coup du cher. Aujourd'hui, la lecture, quelle contribution est-ce qu'elle a? Quelle est son importance dans la quête de l'intelligence émotionnelle, dans le leadership ou même dans le développement personnel? La lecture, c'est comme manger et boire. D'ailleurs, voilà, c'est comme manger et boire. Un esprit, si vous ne la nourrissez pas, elle périt, elle meurt. Donc, elle s'amaigrit. Donc, il est important de lire. Il est tellement important de lire. D'ailleurs, je considère que c'est un moyen de s'évader, de libérer des émotions, de comprendre aussi nos émotions que nous traversons. À travers une lecture, on va traverser des émotions. À travers tout simplement une lecture. Un mot, tout est gagné, un mot, tout est perdu. À travers vos mots, vous pouvez inciter une personne à faire une action. À travers vos mots, vous pouvez tout simplement créer en une personne l'optimisme que vous venez de dire. L'optimisme, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment. Et des personnes, des écrits à travers tout simplement des textes, des personnes sont sorties à aller faire quelque chose. Donc, voir l'importance de l'écriture. Faut pas aujourd'hui minimaliser l'écriture parce qu'il y a le monde du digital. C'est important. Continuez à écrire parce que moi, j'aime lire. Et je lis toujours. Voilà. Très bien. Et là, je vais citer la citation de Victor Hugo qui nous dit: lire, c'est comme boire et manger. Un esprit qui ne lit pas est comme un corps qui ne mange pas. Alors, pour ceux qui ne veulent pas mourir de faim, armez-vous de vos œuvres, que ce soit des poèmes, des romans, des nouvelles même, et essayez en tout cas de renforcer votre culture générale à travers cela. Et pour aussi ces personnes qui veulent aller dans le domaine du coaching, des mémoires, c'est ce qui veulent vraiment produire des documents scientifiques, il n'y a que la lecture pour se sauver et aussi avoir le maximum d'informations. Alors, Bokar, vous écrivez aujourd'hui. Quels sont aujourd'hui les auteurs africains comme étrangers qui sont inspirés ou que vous avez aimé le plus dans vos lectures? Je disais que c'est Léopold Sédar Senghor. Léopold Sédar Senghor, Victor Hugo, de même que Paul Éluard aussi. Ce sont des poètes vraiment que j'aime beaucoup et j'apprécie beaucoup. Vous avez cité tout de suite la citation de Victor Hugo. Donc, c'est très important. Senghor, avec surtout Femme ni Femme noire, vraiment, ça m'a beaucoup attiré. Mais aussi, au-delà de ces écrivains aussi, j'aime les écrivains, en fait. Surtout les écrivains contemporains. C'est qui m'avait permis, même dans notre thèse, dans notre mémoire, sujet de mémoire, on avait choisi l'impact des écrivains féminines
dans la littérature africaine contemporaine. L'exemple de Fatou Diom et de Khalid Bera. Ces deux-là, je les aime beaucoup. Mais il y a une écrivaine aussi qui me marque beaucoup aussi, journaliste, Fatidien avec Sambre 7 aussi. Je l'avais dit plus de 4 fois. Mais vraiment, ça m'a beaucoup attiré aussi. Donc, ces écrivains-là, vraiment, c'est très important. Ils m'ont beaucoup marqué sur l'impact. Ils m'ont permis de développer mon écriture. Ils ont tout ça. Les hommes, dans le domaine de Bien sûr. l'écriture. Ça, je n'accepte pas, hein. J'accepte pas ça. Ah, ou bon, jouons à la parité tout simplement. Voilà. Il y a sa place. Exactement. Et pour que la lecture perdure, pour que les œuvres, les romans, les nouvelles puissent perdurer, comment est-ce que vous pensiez que dans le futur, nous pourrions continuer à promouvoir la lecture et l'écriture dans le Exactement. Donc, il faut toujours faire des ateliers comme le font les coachs en développement personnel et de leadership. Il faut toujours continuer, surtout dans les centres culturels, essayer de conscientiser les gens. Il faut les dire que, parce que même si on a les œuvres là dans les plateformes digitales, entre autres, ça ne suffit même pas. Il faut avoir le format physique pour mieux comprendre l'œuvre. Si vous avez le format physique, vous comprenez mieux que celui qui lit tout simplement dans les plateformes numériques. Donc, il faut essayer, surtout les experts dans ce domaine, les gens qui sont dans les bibliothèques, essayer de pousser les gens, les étudiants, les élèves, de même que les retraités, de lire pour mieux, parce qu'on a besoin de la lecture. Parce que vous voyez les thèses là, les mémoires entre autres. S'il n'y avait pas de la lecture, vous ne pouvez pas écrire ces genres de sujets. Donc, il faut toujours lire, promouvoir la lecture. Essayer de pousser les gens, même les petits enfants là, essayer de les donner des livres en poche pour qu'ils essaient de lire ces œuvres. Parce que c'est très important. Ça nourrit l'esprit. Ça nourrit l'esprit. Donc, vraiment, l'écriture, machallah, c'est comme du beignet de groupe, en fait. C'est qu'on pourrait manger. Bon. D'accord. Alors, je vous rappelle que nous sommes dans la rubrique culture avec la présentation du livre L'optimisme poétique de Bokar Amadou Diallo. Et comme il a réussi, en tout cas, à nous le faire comprendre, il est passionné de poésie depuis le bas âge et il se donne comme mission de redorer le blason de la littérature. L'optimisme poétique est une manière de voir le monde à travers une perspective positive et imaginative en trouvant la beauté et l'espoir, même dans les situations les plus difficiles. Cela implique d'utiliser le langage, les images poétiques pour exprimer des sentiments d'optimisme et de résilience. Ce présent recueil sera le reflet de la vie en société et l'exposition de Tard. Il sillonne toutes les fonctions de la poésie de manière circonspecte. Bad, l'éternel optimiste, veut restaurer cet optimisme et redonner confiance à ces personnes qui n'y croient plus. Et comme nous disons, l'espoir fait vivre. Alors, Bokar, avant de pouvoir clore cette rubrique, qu'est-ce que vous auriez aimé savoir avant de commencer à écrire? C'est de voir là où ça ne va pas et essayer de donner des solutions. Et Voilà. est-ce que vous avez quelque chose à dire? Dernière question. Quelque chose à ajouter sur le livre, sur l'écriture? Exactement, c'est de juste conseiller à mes amis poètes, écrivains aussi. Il ne faut pas se décourager aussi. Même si les maisons d'édition coûtent très cher, mais il faut juste essayer puisque c'est notre passion. Il faut faire, avoir juste le courage et de publier vos œuvres. Il ne faut pas avoir la peur. Parce que moi, j'aime les critiques, j'aime les suggestions. Voilà. Parce que, mais aussi, de bien lire aussi. Parce qu'un écrivain doit lire. Vous ne pouvez pas être un écrivain sans lire. Vous voyez des écrivains qui ne fréquentent même pas les bibliothèques. Moi, ça m'avait arrivé, en fait, lorsque j'étais à l'université Iba Der Thiam de Thiès, en deuxième année.
J'avais resté plus de 4 mois sans écrire. Les idées, j'avais même pas d'idées. Je ne pourrais même pas écrire des vers. Mais le retour à la bibliothèque m'avait permis. Surtout, j'avais renoncé les œuvres comme romans, les œuvres qui rencontrent l'histoire et entre autres. C'était parce qu'au-delà d'être écrivain, je suis entrepreneur en marketing de réseau aussi. Je me concentrais sur les œuvres de développement personnel, entre autres. Et je me suis retrouvé. Donc, il faut lire, collaborer avec les experts dans ce domaine, mais aussi avoir le courage et la patience. Surtout la patience. Exactement, patience et la persévérance aussi. Tout ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Alors, une dernière question, cette fois-ci, à cher Lien. Aujourd'hui, tout à l'heure, tu as parlé de l'immigration clandestine. Est-ce que, je vais dire, une malgestion des émotions serait-elle un impact de cette immigration clandestine aujourd'hui au Sénégal? Effectivement, pour énormément de jeunes, aller vers l'immigration clandestine, c'est une sorte de fuir leur colère, une sorte de fuir leurs émotions qui sont là. Ils sont en colère, tout simplement. Ils sont en colère contre qui? Contre le gouvernement, contre la société en général. Et ils veulent fuir. Ils veulent plus être là. Ils veulent aller là où, voilà, il y aura de la justice. Comme je vous l'ai dit, le besoin de la colère, c'est la justice. Ils vont chercher la justice. Et pour eux, la mer est la voie sûre. Alors que tel n'est pas le cas. Parce qu'ils n'ont pas été bien gérés. Ils n'ont pas été intelligents émotionnellement. Il va falloir qu'on établisse une communication qui intègre la justice pour ces jeunes qui vont vers la mer. C'est tout simplement la démarche à faire. Voilà. Il faut aussi dire que la pression sociale est là, surtout pour, comme on dit, les soutiens de famille qui sont là, avoir la pression de leurs parents ou de leurs entourages. En tout cas, nous ne vous conseillons surtout pas de prendre la mer, à part si ce n'est sur un bateau ou de la sauter avec un avion, comme on dit. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Bokar Amadou recevoir aujourd'hui à Télé-École. Alors, quel est le mot de la fin? Bon, avant de le dire même, vous pouvez commander l'œuvre sur 77 499 89 02. Voilà, ça coûte 5000 francs tout simplement. Et vous pouvez contrôler vos émotions et vos souffrances. Voilà, mais aussi vos tensions aussi. Voilà. Donc je remercie tout le monde. Je vous remercie et l'ensemble de l'équipe, les membres de régie, les techniciens. Je remercie coach Cherdien, mais aussi l'ensemble des internautes et téléspectateurs de Fourdou, notre village natal, et jusqu'à Richard Toll. C'est une longue histoire. Donc, je les remercie en fait. Ma famille à Thiès, Matam aussi. Je les remercie en tout cas les étudiants, les amis étudiants de l'université Iba Thiam de Thiès et l'ensemble des universités du Sénégal. Donc, je vous remercie en tout cas. Ça fait un plaisir. Le plaisir est partagé. Alors, coach, votre dernier mot? Cela sera des remerciements, en commençant par le club de leadership de l'entrepreneur du Sénégal, l'association AIC Africa, le coach Pierre qui m'a tant aidé, le coach Tanor qui m'a tant aidé, voilà, mes parents pour leur soutien indéfectible, mes amis, et à vous aussi pour votre invitation. Merci. Merci à vous. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur le plateau. Je rappelle que Cherdien est coach en développement personnel. Il a eu à s'accentuer sur l'intelligence émotionnelle au niveau du club de leadership et de l'entrepreneuriat du Sénégal, le CLE, l'AEC Africa, l'association des élèves et étudiants coach de l'Afrique, le GEDF et le CEDEPS de Dakar. Et vous êtes aussi diplômé en QHSE et vous êtes actuellement HSE chez Batilux Africa. Vous aviez été avec nous avec le thème le rôle de l'intelligence émotionnelle dans le leadership.
Merci encore. Merci aussi à Bokar Amadou Diallo, excusez-moi, qui a été là avec la présentation de son livre L'optimisme poétique. Ça a été un plaisir encore de vous accompagner en ce début de matinée. Merci encore de votre fidélité à nos programmes. Et la citation que je vais vous laisser aujourd'hui, c'est « Lire, c'est comme boire et manger. Un esprit qui ne lit pas est comme un corps qui ne mange pas. » Alors, pour ceux qui ne veulent pas mourir de faim et de rester déshydratés, essayez en tout cas de manger les mots à travers les œuvres poétiques, les romans, les nouvelles, les œuvres de tout genre. Et surtout, ces temps-ci, il fait chaud. N'oubliez pas de vous hydrater au maximum. Alors, à bientôt et bonne suite sur nos programmes. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi, C'est votre matinale éducative. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi, C'est votre matinale éducative. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi, C'est votre matinale éducative. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi, C'est votre matinale éducative.